Publication récente du même auteur. Critique de la vie quotidienne, vol 1, Introduction, vol 2, Fondement d'une sociologie de la quotidienneté large, Paris, Introduction à la modernite, édition de Minuit. 1962 Marx philosophe Presse universitaire de France, 1964. Mais à philosophie, édition de Minuit, 1965 La proclamation de la Commune, Gallimard, 1965 Le langage et la société, Gallimard, Col. Idée, 1966. Position, contre les technocrates. Gontier, 196 7 Le droit à la vie laide. Anthropo, 1968 La vie quotidienne dans le monde moderne Col. Idée, 1968 L'irruption, de Nanterre au sommet. Aide. Anthropo, 1968. En collaboration avec N. Guterman. Morceaux choisis de Karl Marx, collection LD, 2 volumes. 1964. Cahier de Lénine sur la dialectique de Hegel, collection ID, 2 volumes. 1967 Morceaux choisis de Hegel, en cours de réédition chez Gallimard. Henri Lefebvre. Logique formelle, logique dialectique. Préface à la 2e édition. Édition Anthropo Paris 15, rue Racine, Paris 5e. 1 OUS-Institut International de Statistique Reserve. Copyright by Édition Anthropo 1969. Préface à la 2e édition. Présentation générale. Ce livre, écrit en 1946-47, publié peu après aux éditions sociales, faisait partie d'un ambitieux projet, un traité du matérialisme dialectique en 8 volumes. Le premier volume, Logique formelle, logique dialectique, devait servir d'introduction au volume suivant. Il est le seul à avoir vu le jour. Dans quelles conditions ce projet a-t-il été abandonné? Dans des conditions politiques. En pleine période stalinienne, aggravée par le janovisme, fut lancé en France un mot d'ordre, science prolétarienne contre science bourgeoise. Mot d'ordre justifié, disait-on, par la situation mondiale, et qui transportait sur le terrain théorique la lutte de classe pratique, politique. À ce volume, dont on avait exigé qu'il ne parût point chez un éditeur, Bourgedi, et qui passait pour une victoire sur les fanatiques staliniens, la lecture et l'exégèse de Staline suffisaient, d'après ceux-ci, à la formation idéologique, on adressa des parutions les plus sévères critiques. On lui reprochait de ne pas contribuer à l'élaboration d'une logique prolétarienne, révolutionnaire, socialiste. Les idéologues, prétendument marxistes, qui soutenaient cette orientation, si l'on peut dire, ne demandaient pas qu'on montre la logique inhérente au monde de la marchandise et à son déploiement. Ils ne demandaient pas une analyse de la cohésion interne, malgré 6 préfaces à la 2e édition. Les contradictions de la société bourgeoise ou de la société socialiste. Non. Leur pensée, si l'on ose dire, se voulait plus radicale. Ils exigeaient d'une logique, en tant que telle, qu'elle eût un caractère de classe. Et si elle ne pouvait avoir ou recevoir ce caractère, ils rejetaient la logique. Le second volume, consacré à la méthodologie des mathématiques, au rapport entre les mathématiques et les autres sciences, répondait encore moins à ces réquisitions, à cette inquisition. L'auteur ayant déclaré qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui demandait, ni comment on pouvait substituer une vérité prolétarienne au principe d'identité, A égale A, ou à l'identité, A plus B, 2, A 2 plus B 2 plus 2 AB, l'ordre vint d'interrompre l'œuvre commencée. C'est-à-dire que l'éditeur rompit le contrat. Pourquoi publier à nouveau, 20 ans après, ce volume? Les objections ne manquent pas. Elles ne paraissent pas décisives. Ce livre voulait transmettre, c'est-à-dire enseigner, la pensée dialectique, selon un ordre didactique et théorique. Il n'a pas été remplacé. Dans ses imperfections, il reste seul ou presque.
Le voici donc, in extenso, c'est-à-dire avec ses fragments contestables, ses passages scabreux, ses transitions risquées, ses illusions et ses erreurs, comme témoignage d'un effort méthodologique et théorique et pour un éventuel usage. Un barre oblique. Hegelianisme. Parmi les reproches figurait en bonne place celui d'avoir hegelianisé la dialectique marxiste. Reproche inexact et témoignant d'une grande ignorance. Pour réfuter l'accusation, il suffit de considérer la place accordée aux mathématiques dans la connaissance. Le raisonnement mathématique apparaît sur le trajet qui va de l'abstrait, élaboré, au concret, connu. Il se lie à la logique dialectique. Comme celle-ci, il est médiateur entre la forme et le contenu. Alors que Hegel a rejeté hors de sa philosophie le raisonnement mathématique, entaché selon lui d'arbitraire, de constructivisme irréel. Il maintenait ainsi le droit absolu de la dialectique spéculative. En effet, chez Préface à la 2e édition 7, Hegel, la logique s'absorbe et se résorbe dans la dialectique. Elle n'occupe pas un degré propre, un niveau spécifique. Loin de correspondre à un mouvement abstrait de toute pensée, elle ne représente que l'abstraction de la dialectique. En même temps, le côté opératoire de la logique, règle de la cohérence du discours, de l'emploi des concepts, de la déduction, etc., disparaît dans l'emploi spéculatif de la dialectique. La critique du vieux principe d'identité, de non-contradiction, de tiers exclu, va jusqu'à son abolition dans la dialectique spéculative, c'est-à-dire dans le système hegelien. Le difficile problème des rapports entre la logique et la dialectique, problème de la médiation, est ainsi supprimé. La logique n'est qu'une étape, historique et phénoménologique, de la dialectique. Après quoi, le système philosophico-politique nie non dialectiquement la pensée dialectique. Et l'on pressent que l'État de type hegelien emploiera sa puissance à arrêter pratiquement le mouvement sans renoncer à se légitimer au nom de ce mouvement historique. Les discussions autour de ces thèmes montrèrent comment la suppression du principe aristotélicien risque d'affaiblir la cohérence du discours, de rapprocher la dialectique de la sophistique, de supprimer la démonstration en général. Que ce principe, comme Hegel l'avait effectivement montré, porte en soi ses limites et son Aufbeben. Le tiers exclu, c'est qui n'est ni à positif ni à négatif, non pas. Le tiers, c'est déjà à neutre. Le tiers exclu est déjà inclus. Porté à l'absolu, le principe aristotélicien rend inconcevable la négation en proclamant l'identité métaphysique. La pensée, la réflexion, identité dans le redoublement, la représentation deviennent impensables. Pris relativement, le principe mène au-delà de lui-même. Reste à passer de la tautologie, à forme pure, transparente et vide, aux propositions ayant un contenu, sans rejeter ni infecter la forme parfaite. Revenons sur le plan politique. La mystification contenue dans l'accusation d'hegelianisme n'était pas petite. 8 Préface à la 2e édition. En vérité, le stalinisme, et lui seul, était hegelien ou plutôt néo-hegelien. Sans le dire. En affirmant une coupure philosophique. En rejetant sur d'autres l'accusation. Le matérialisme dialectique systématisé par Staline et sous lui se présentait en effet comme la synthèse entre un noyau réel, le matérialisme, et un noyau rationnel, la dialectique. Synthèse abstraite et définitive, opérée et proclamée sur le plan philosophique, sans se poser de questions à propos de la pensée dialectique comme méthode, de son rapport exact avec la théorie du matérialisme historique en la détachant de l'hegelianisme, sans que le renversement de l'idéalisme hegelien la modifie, ni le renversement de la philosophie en général, à travers ce cas privilégié, l'hegelianisme, ni enfin le renversement révolutionnaire du monde à l'envers, légitimé et justifié par les idéologies, y compris les philosophies. Comme un exposé abstrait et impératif des lois de la dialectique, lois imposées par décret. Loi de la pensée ou des choses. Loi des processus ou de leur connaissance. Le pseudo-concept du reflet répondait à toute question en mélangeant toutes les réponses.
Le dogmatisme stalinien ne daignait pas observer qu'à penser dialectiquement selon ce modèle contraignant on perdait la cohérence, et que si l'on voulait sauver la cohérence, on perdait la dialectique. Et cela notamment en manipulant la négation, abus dont il faut reconnaître qu'il eut une influence désastreuse. En bref, le diamate stalinisé ne fut pas seulement une philosophie systématisée à partir du marxisme, critique radicale de toute philosophie et de toute systématisation. Ce ne fut pas seulement une idéologie restaurée à la suite d'une critique radicale des idéologies, une superfétation, une excroissance cancéreuse dans l'acception léniniste de ces termes. Ce fut une tentative de totalisation, un système philosophico-politique, c'est-à-dire un néo-hegelianisme, une philosophie d'État et une philosophie de l'État, prétendu résultat final de la philosophie de l'histoire et de l'histoire. Préface à la 2e édition 9 de la philosophie. La synthèse aboutissait à l'État stalinien renforcé. Elle réduisait l'histoire à la genèse de cet État, c'est-à-dire qu'il y a dans le stalinisme un historicisme néo-hegelien, présenté au nom du renversement de l'hegelianisme. Dans l'accouplement, philosophie politique, qui caractérise la philosophie à son dernier stade, le terme important, c'est le second. Le philosophe propose, l'État dispose. Le stalinisme a réalisé la philosophie hegelienne, celle-ci annonçant la réalisation de toute philosophie, de toute la rationalité élaborée par les philosophes, dans et par l'État. Le stalinisme, système pratique, a donné la vérité du système spéculatif. Et c'est ainsi qu'il a mené à son terme une histoire, celle de la philosophie et celle de l'État, double histoire qui peut être enferme l'essentiel de l'histoire. Il le traitait du matérialisme dialectique. Serait-il inutile de souligner, 20 ans après, l'originalité de cette tentative? Il s'agissait de bien autre chose que d'une exégèse de Marx, d'une lecture ou relecture des auteurs classiques. Les dogmatiques ne s'y trompèrent point. Le traité voulait exposer le matérialisme dialectique non pas comme un système philosophique, mais comme un mouvement, comme un processus de connaissance allant de l'abstrait, élaboré par la réflexion, au concret, du formel, logique, au contenu, praxis, de l'immédiat à l'immédiat, développé par les médiations et notamment par celle de la logique dialectique, et du moins complexe au plus complexe. Déjà se manifestait une tendance antisystématique qui ne devait pas porter chance à l'auteur, tant la tendance au système est prégnante au XXe siècle. À peine sorti d'un système terrifiant, on en cherche un autre. Sur le plan théorique exprimait ainsi une idée durable, à savoir que la connaît. Un sens ne se rattache pas à une substance objective ou subjective qui fonde le système ou propose un modèle fixe, mais à la forme vide. Il ne pouvait donc s'agir d'un néo-hegelianisme, mais d'un hegelianisme transformé par le renversement. 10 Préface à la 2e édition. En premier lieu, ce renversement de l'hegelianisme ne consistait pas en une substitution de la nature à l'idée, mais en une inversion du mouvement de la pensée, poursuivi à partir de la forme logique et non à partir de l'idée substantialisée et mythifiée. Secondement, ce renversement de l'hegelianisme était proposé comme un renversement de toute la philosophie, et comme cas privilégié, parce que théorique, du renversement, révolutionnaire, du monde à l'envers, où l'effet est pris pour la cause, l'essence pour l'accident, l'intermédiaire pour l'essentiel, est. Cet effort pour briser la circularité du système, comme on dit en Italie, n'a pas contribué à populariser la tentative. Il n'allait pas sans difficulté théorique. La logique devait figurer comme un moment dans le processus, formellement élaboré, et cependant ouvert, non clos, ouvert sur et vers la suite. Autrement dit, comme un moment bien déterminé, celui de la détermination dans un mouvement qui ne peut s'arrêter sans s'évanouir, celui de la pensée et de la connaissance. S'évanouir, cela veut dire aussi bien disparaître, comme un esprit, que rester figé, comme un cadavre. Il y a des gens, qui se disent penseurs, qui croient avoir et qui ont institutionnellement cette activité spécialisée et qui réalisent ce double sens de l'évanouissement. L'esprit, c'est-à-dire le mouvement, s'en est allé, et restant là, immobile, des os, des coquilles, des fossiles.
De tels gisements, M. Michel Foucault les décrit, avec quelque complaisance, dans son « Archéologie du savoir », mais pourquoi s'attarder? 4. Logique et superstructure. Une théorie, diffuse plutôt que formulée, faisait de la logique une superstructure, d'abord de la société grecque, puis de la société médiévale, puis de la société capitaliste, liée à la philosophie, c'est-à-dire à une idéologie, idéalisme de la classe des possesseurs d'esclaves, etc. Cette théorie est incompatible avec plusieurs textes de Marx et d'Engels, selon qui la logique et le droit, la préface à la 2e édition 11. Prend Ernée à Athènes, le second à Rome, ont traversé les époques, les modes de production, les transformations des rapports de production. Or, les superstructures s'effondrent avec les structures sur lesquelles elles s'édifient, avec les rapports de production constitutifs de leur base. Donc la logique et le droit ne sont pas des superstructures au même titre que les éléments caducs de la culture. On peut se souvenir que Marx à propos de l'art pose la question du « charme durable » de l'art grec. La théorie des superstructures et des idéologies a été souvent reprise d'une façon grossière et puérile. À noter qu'il y a 20 ans environ, en plein dogmatisme stalinien, un texte célèbre de Staline vint littéralement arracher la langue et la linguistique à cette région des apparences idéologiques et illusions superstructurelles. Le mouvement communiste transformé en institution, avec son idéologie marxiste, avait pris un caractère vraiment étrange. Le mot d'ordre d'autocritique couvrait l'absence d'autocritique. Seul Staline avait la possibilité d'une pensée critique et autocritique. Il ne fut pas question, après les textes staliniens sur la linguistique, de revenir sur la condamnation portée au nom de la théorie des superstructures contre la tentative d'élaborer une logique dialectique. La théorie, si l'on peut dire, de la logique de classe, et l'exigence d'une logique prolétarienne ou d'une logique socialiste, accompagnait la représentation d'une logique superstructurelle, la logique nouvelle, prolétarienne et socialiste, devait donc naître de la société socialiste et par conséquent en URSS. En société capitaliste ne pouvait se formuler qu'une logique bourgeoise. Démêler cet écheveau idéologique, embrouillé à loisir et à plaisir par les bureaucrates de la philosophie, c'était pour eux difficile et compromettant. Ils préférèrent s'abstenir et intervenir brutalement. 5. Logique et superstructure, suite. Que la logique ne puisse se définir comme une superstructure, solidaire des idéologies qu'elle survivent. 12. Préface à la 2e édition. Transformation des modes de production, comme la langue, cela ne veut pas dire qu'elle soit immuable. Que la forme puisse s'abstraire du contenu, et le contenu de sa faune, cela ne veut pas dire qu'il soit indifférent. En particulier, la logique aristotélicienne correspondait elle à ce qu'aujourd'hui on met sous le nom d'Aristote. Ce n'est pas évident. Il y a déplacement de la logique aristotélicienne, en fonction de l'élaboration ultérieure, mathématiques, sciences. La logique, pour Aristote, organon, analytique, c'est la théorie du logos en acte, raison et raisonnement, cohérence du discours, langage du citoyen vivant dans la cité politique, cherchant les moyens de déduire pour convaincre, et non pour séduire, moyen différent de la sophistique, de l'éristique, de la dialectique ou art du dialogue. Mais pas absolument différent. D'où une ambiguïté qui a duré des siècles. De sorte que la philosophie appela parfois, dialectique, ce que nous appelons, logique, et inversement, sans voir dans la dialectique, dans la logique, une méthode. En fait, l'histoire de la logique et de sa théorie, son affinement, la perspective de l'automatisation au moins partielle des opérations logiques, exigerait un examen nouveau et approfondi. Si la logique ne peut se confondre ni avec les superstructures, ni avec les idéologies, ou telle idéologie, ni avec les institutions, avec telle manière d'instituer et d'institutionnaliser le savoir, pour le transmettre, pour l'utiliser, c'est-à-dire à la fois comme valeur d'échange et valeur d'usage, dans telle division sociale du travail, elle n'en a pas moins des rapports changeants avec ces autres aspects de la connaissance et de la culture. Il reste encore à expliquer comment la logique s'est transmise. Y eut-il toujours un enseignement?
La logique se transmettait-elle dans et par la pratique? Était-elle incorporée à la chose écrite? Elle un rôle, et lequel, dans les structurations du savoir et de la société, dans les déstructurations sociales et mentales. Le lecteur ne trouvera ici aucune réponse à ces questions, qui renvoient d'une part à Préface à la 2e édition 13. Une théorie générale des idéologies, et d'autre part à une analyse de la cohésion des sociétés. Comment la cohérence et la cohésion s'imposent-elles? Comment arrive-t-elle à diminuer les contradictions, jusqu'au moment créateur d'histoire où les contradictions l'emportent? Comment fonctionnent les régulations spontanées ou volontaires? Quel est le rôle de la contrainte, de la violence et que est celui de la logique? 6. Pandopéra 1, Interrupta. L'auteur, le scripteur, prenant ici très au sérieux cette fiction, le rapport avec l'écriture, le rapport d'appropriation, le speech act, pourrait montrer comment il tenta de reprendre l'œuvre brisée, et même de combler les lacunes du projet initial, d'en rectifier les erreurs. Il s'efforçait d'exister comme sujet. Ainsi le volume, Philosophie taught in France and USA, University of Buffalo, 1950, contient un article intitulé Knowledge and Social Criticism, pp 281 et SQ, qui constate et annonce la croissante importance du discontinu dans la pensée scientifique et la connaissance, ainsi que du rapport dialectique, continu-discontinu. Non sans relier ce constat et cette prévision à des considérations politiques contestables, ce texte montre la fin d'une période théorique où dominait le continuisme, le souci exclusif des transitions, en un mot l'évolutionnisme. Il montre la venue d'une époque opposée, et même d'une unilatéralité symétrique de la première. Plus tard, dans d'autres textes, notamment dans Métaphilosophie, apparaît et se formule le principe de double détermination, sur lequel on va revenir, ainsi que l'intérêt porté au lattice, structure semi-rigoureuse. Quelle que fût sa vérité ou sa fausseté, ses mérites et ses illusions, sa stérilité ou sa fécondité, cette tentative de philosophie de la connaissance et des sciences, méthodologie, épistémologie, à partir de la forme logique fut brisée dans des conditions incroyables de brutalité et de perfidie. Il serait facile aujourd'hui, 20 ans après, de dramatiser. À quoi bon? On peut seulement dire en passant que cette 14 préface à la 2e édition. Tentative, menée à bien, aurait rendu difficiles certaines illusions et constructions idéologiques, philosophiques et autres, aujourd'hui en vogue. À moins qu'on ne soutienne, au contraire, que l'échec brutalement provoqué de cette tentative montrait déjà l'inéluctabilité des illusions, des apparences, des mensonges. Et comment la violence intervient dans la connaissance, posant ainsi à sa manière la question de la vérité et de l'erreur, de l'apparent et du réel. Vile rectification. Il n'en faut pas moins souligner, pour cette réédition, le caractère de l'ouvrage, dû aux circonstances. Il ne s'agissait ni d'un livre de vulgarisation ni d'un traité spécialisé de logique, mais entre les deux, d'un livre pédagogique, destiné aux étudiants, renvoyant à des textes et à des études approfondies, en particulier aux notes de Lénine sur Hegel. De nombreuses questions, liées les unes aux autres, sont ici incomplètement traitées. Citons le rapport, conjonction-disjonction, la somme et le produit logique, le calcul propositionnel, les opérateurs et les relations notées par et par ou, le rapport, clôture-ouverture, la saturation et la non-saturation d'un système d'axiomes, les conditions dans lesquelles un corps de propositions peut produire, générer, des propositions nouvelles, etc. Certaines lacunes auraient été comblées dans les volumes suivants. D'autres n'ont été révélés que par des travaux ultérieurs, principalement ceux des logiciens, les dialecticiens étant absents. D'après le principe de double détermination, formulé plus tard sans exposé méthodique, les déterminations d'un même terme ne sont pas seulement extérieures l'une à l'autre dans l'opposition, mais inhérentes l'une à l'autre dans le terme. Ce qui met en forme le caractère dual d'un grand nombre de propriétés intermédiaires, médiatrices, entre la forme tautologique vide et les contenus. Notion fondamentale pour la logique dialectique, conçue précisément comme médiation.
pour se formuler et se confirmer. Préface à la 2e édition 15. Cette théorie exigeait non seulement l'analyse conceptuelle du langage et la mise en évidence des propriétés duales, signifiant et signifié, paradigme et syntagme, etc., non seulement l'analyse logique des mathématiques, réunion intersection, ordinal cardinal, etc., mais un approfondissement du concept de vérité. Un même énoncé peut être vrai et / ou faux, vrai et faux, vrai ou faux. Cela dépend du système ou modèle adopté, du référentiel. Ainsi se conçoit la double détermination du continu, problème resté longtemps en suspens et lié à la notion du contenu de la forme, pure. Est-il fini, dénombrable? Est-il infini, inépuisable? Selon le modèle adopté, chaque proposition concernant le contenu est vraie et / ou fausse. Dans l'orientation méthodologique de la double détermination, il n'est pas impossible d'introduire la thèse selon laquelle ne peut se dire vrai que le falsifiable. Sur le plan méthodologique, elle dialectise le rapport vrai-faux, généralement conçu comme une incompatibilité radicale, fixe. Et cela sans écarter de ce rapport les règles de la cohérence, logique 1. 5/il sur le zéro et la négation. L'une des plus graves erreurs théoriques contenues dans cet exposé, consiste en une tendance à identifier le zéro avec la négation, dialectique. Or un tel énoncé n'a pas de sens ou n'a qu'un sens erroné. Le zéro ne peut se concevoir, logiquement, que comme neutre, point initial ou final, commencement d'un ordre, ou d'un désordre, ou fin, partie vide d'un ensemble ou ensemble des mesures nulles. Si nul et neutre ont une relation, ils ne coïncident cependant pas. Exemple, dans un espace vectoriel, à n dimensions, où l'on considère l'ensemble des suites ordonnées de nombres, se définit selon 1. Confère. R. Boudon. À quoi sert la notion de structure? Gallimard, 1968. D'après l'auteur, il n'y a pas de méthode structurale, mais une double référence à un objet, à la forme logique définit la validité d'un concept comme tel. 16 Préface à la 2e édition. Une loi de composition interne la somme de deux vecteurs. C'est une loi de groupe abélien pourvient d'un élément neutre, le vecteur nul. De même, sur une somme de maths C, impliquant les propriétés de commutativité d'associativité, se vérifie l'existence d'un élément neutre, la matrice nulle. Par contre, dans le cas des groupes multiplicatifs, c'est le nombre 1, non nul, qui fournit l'élément neutre, puisqu'un égale 1. Mais si l'on prend le groupe symétrique d'un réel modulo 1, il a pour élément neutre, 9999. Arrêtons ici les exemples neutres et nuls, en étroite relation, ne coïncidant pas, c'est-à-dire que déjà ici apparaît le dual. L'erreur mentionnée appelle quelques remarques. A. Une idéologie peut se mêler à des concepts et représentations scientifiques, ou logiques. Et cela de manière imprévue, qui se dévoile avec lenteur, a posteriori. B. L'erreur concernant le zéro se retrouve dans les classiques de la pensée dialectique, à commencer par Hegel. C. Elle était évitable il y a 20 ans. Elle provient d'une dialectisation hâtive intervenant au niveau de la logique. En ceci consiste l'idéologisation. Non sans implication et conséquence. Cette erreur théorique avait pour suite, entre autres, l'impossibilité de dégager complètement la tautologie, la forme vide, transparente, comme élément neutre, idempotent, des pensées réfléchies, discours cohérents, avec un contenu, sur les objets. Il n'est d'ailleurs pas interdit de se demander s'il y a un rapport, et lequel, entre le néant de pensée, la forme vide qui annonce la connaissance, le néant qui met fin à l'être, la mort. D'où vient la puissance de cette forme, qui transforme la nature, en la ravageant, qui met en mouvement l'histoire et pourrait un jour y mettre fin. Question métaphilosophique ne pouvant se poser dans, par et pour la seule philosophie, sur le modèle hegelien. Oui, d'où vient la capacité de la forme, pure, qui peut séparer ce qui lui vient uni et joindre ce qui se donne. Préface à la 2e édition 17. Séparément. A. À tautologie. Transparence et vide. Réduction achevée du contenu.
L'impensable, j'écris et j'ai déjà introduit, avec la répétition, la différence. Le moindre contenu, y compris cette différence, exige une analyse infinie. À partir de ça, négation, effective. Comment ? La transition du vide au plein, du contenant, métaphore, au contenu, métaphore. Le premier transparent et le second opaque, ce projet transitoire qui construit en le constituant le trajet de la pensée dialectique à travers le moment de la logique dialectique, cette transition, ou la surprendre, comment la suivre ? A donc assez l'affirmation. Déjà. Donc à 2.A, c'est déjà autre chose que le vide. C'est déjà du plein. Qui affirme quoi ? La différence, la moindre, la différence minimale, la répétition, ne prépare-t-elle pas la répétition de la différence ? Ce qui n'ajoute pas une seconde et une énième fois à la première, mais porte la première différence à la niais, me puissance, confère. Gilles Deleuze, Répétition et différence, page 8 et SQ. Ainsi se déterminerait une logique de la différence qui coïnciderait, au moins partiellement, avec la logique dialectique esquissée dans ce volume. La logique de la différence exclurait une logique de l'affirmation, c'est-à-dire la forme logique d'une théorie de l'action. Sans doute la position de A implique-t-elle déjà un acte, un vouloir, celui d'une volonté qui a déjà simplifié l'objet, réduit les objets divers à l'objet quelconque, inventé une stratégie pour saisir les diversités à partir de l'identique. La logique de la différence devrait d'abord déterminer, en chaque cas, la différence minimale et la différence maximale, l'infimum et le suprêmum de la différence considérée, c'est-à-dire d'un côté la transition entre l'identique et le différent, et de l'autre côté le passage de la différence à la contrariété et à la contradiction. Est-ce possible ? Voici un exemple célèbre, on connaît le raisonnement par la diagonale. En partant de la suite, ensemble, des nombres entiers. 18 Préface à la 2e édition. Établissons le tableau, infini, des parties, sous-ensemble, de cet ensemble, entier 1 2 3 4 5 6 7. Paire 0 plus 0 plus 0 plus O. Impair plus 0 plus 0 plus 0 plus. Carré plus 0 0 plus 0 0 O. Cube plus 0 0 0 0 0 O. Premier plus 0 plus 0 plus etc. Considérons maintenant la diagonale et son inverse, c'est-à-dire la suite identique, différente minimalement, des nombres de la diagonale pris en sens contraire. Cette suite est une partie de l'ensemble différente de toutes les autres. Donc le tableau ne comprend pas toutes les parties de l'ensemble des nombres entiers. Or ce tableau infini est dénombrable. Il en résulte que l'ensemble des parties, sous-ensemble, de l'ensemble des nombres entiers n'est plus dénombrable, théorème de Cantor, démontré d'abord sur l'ensemble des nombres compris entre 0 et L. Étant donné une loi générale, une suite infinie et ordonnée de grandeur numérique distincte, en tout intervalle existe un nombre n'appartenant pas à la suite. Ainsi de la différence minimale naît la différence maximale. Il y a génération et démonstration, constitution d'un champ et illumination de ce champ d'abord, aveugle, confère. J.F. de Santi, Les idéalités mathématiques, section 3, dont les TSE sont ici interprétées d'une façon différente de la sienne, dans une perspective dialectique et non phénoménologique. Une proposition actuelle, 1969, pourrait reprendre les positions et propositions de la logique dialectique. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas pour la connaissance d'autre voie que celle qui part d'un néant de connaissance, empiriquement, l'ignorance, mais mise en forme, dégager des représentations triviales, formulées dans un concept qui la signifie. Pas d'autre voie que celle qui part d'une telle. Préface à la 2e édition 19. Pensée réduite, c'est-à-dire d'une virtualité de pensée, pour restituer et réintégrer en le situant ce qui a été écarté momentanément. Ainsi se détermine un projet, ressaisir le contenu, et un trajet, prescriptible, allant vers ce contenu, trajet qui sera le même à partir de la forme, pure, et cependant jamais le même, car poursuivi à travers les différences, les obstacles, les objets.
Si on procède autre ENT, on part d'un état ou d'un acte, de pensée, déterminé et limité, ayant déjà contenu fixé et structuré. On s'accorde une étape du sujet ou une chose, ceci ou cela, érigé en objet. On se donne un modèle fixe, fascinant, que l'on doit suivre, imiter de façon asservie et servile. Les difficultés s'accumulent, donnant lieu et prise à des interprétations variées. Comment définir les chemins? Comment s'y retrouver et s'y reconnaître? Qui? Quand? Comment? Pourquoi? Où? Le projet et le trajet restent incertains, et pourtant les parcours sont obligés. Incertitude et contrainte vont ensemble. On décrète le parcours, qui reproduit la démarche initiale et imite le modèle. C'est le dogmatisme philosophique. D'où une méthodologie, le terme de départ, terminus à quo, est neutre, formel, nul, l'autre terme, terminus ad quand, étant une totalité, celle du savoir ressaisissant le contenu d'abord réduit, écarté. B. Sur le trajet, au cours de l'accomplissement du projet de connaissance se rencontrent des contenus. C. Ces contenus sont différents, divers, spécifiés, spécifiques, ce qui autorise la logique de la différence ou logique dialectique. D. Chaque contenu appelle, à partir de la forme, une analyse infinie. E. Il n'est pas question d'objets définitivement découpés ou isolés, de domaines séparés, de secteurs bien tranchés. F. Tout parcours va du terminus à quo vers le terminus ad quand. Il possède une double détermination, fini et barre oblique ou infini. Il peut chercher le plus court. 20 Préface à la 2e édition. Chemin ou s'égarer, aller en ligne droite, suivre une spirale, rester dans un labyrinthe. Cette méthodologie pourrait se nommer méthode dialectique à logique incorporée. Non sans ironie. Comme précepte auxiliaire, elle prescrirait de n'admettre aucune démarche analytique dans un domaine parcellaire, science ayant son objet déjà stipulé, sans la critique de ce domaine, et de l'objet, et de la démarche. Ce qui introduit l'indication et la prescription du contrepoint dialectique, le partiel dans le global et réciproquement le négatif dans le positif et inversement l'analytique dans l'exposé d'ensemble, et le contraire. En particulier, pas de visée du global sans critique de l'accès au global, sans examen attentif des réductions-extrapolations, sans détermination du degré de cohérence, précisément dans l'analyse des conflits et contradictions, la pensée se déplaçant sans cesse entre le pôle logique, rationnel, celui de la forme pure, et le pôle réel, la nature, le pratico-sensible, la praxis, en un mot, le contenu. À noter qu'il ne s'agit plus d'un noyau rationnel et d'un noyau réel à réunir, à fusionner par une magie philosophique, mais d'une pensée qui dispose d'un espace fini et barre oblique ou infini entre deux pôles. Cette pensée se meut dans le temps, mais s'inscrit dans l'espace, elle y détermine son trajet, elle y réalise un parcours, et ne peut à ce titre se séparer de la praxis, de la réalité. Les notions philosophiques de trajet, de parcours et d'itinéraire, prennent ainsi un sens qui n'est plus philosophique. Toute pensée a une histoire, a son histoire, résumant et enveloppant un mouvement. Mais ce n'est plus l'histoire des philosophies, ni la philosophie de l'histoire. 9. Orientation générale du traité malgré les difficultés d'un exposé à ce point concentré. On insistera ici sur les démarches théoriques prévues pour la suite du traité du matérialisme dialectique. En effet, elle devrait jeter un pont, ou plutôt consolider ce pont, entre la logique de la forme et la théorie des contenus et du mouvement dialectique, par la médiation de la logique dialectique. Préface à la 2e édition 21. L'exposé partait de la forme, pure, décantée de tout contenu, par une réduction conçue de telle manière que les contenus pouvaient et devaient se retrouver. De plus, le contenu, même réduit, se concevait comme illimité et infini par rapport au caractère fini et limité de la forme. De même, par rapport à la forme transparente et pure, vide, tautologique, tout contenu, même réduit au minimum, se concevait comme opacité à traverser, à percer, à mettre au jour.
B. La pensée mathématique se rattachait à des actes pratiques, relatifs à un contenu minimal, l'acte de tracer effectivement, avec un objet le crayon sur un objet le papier, une ligne à partir d'un point A jusqu'à un point B, puis de marquer ces points et d'autres points, soit entre eux, à gauche ou à droite, soit au-delà d'eux sur la ligne prolongée, ou à l'acte de couper, avec un instrument tranchant, le segment AB en C ou D, etc. Ou encore de faire tourner la ligne AB autour du point A, puis la feuille de papier, le plan, autour de l'axe AB avec l'acte de plier cette feuille. Ainsi s'introduisait la translation et la rotation après les relations de symétrie, droite et gauche, après la commutativité, la distributivité, etc. On cherchait ainsi à reproduire le mouvement de la pensée mathématique, en l'attachant, non pas à des opérations abstraites et formalisées, mais à des opérations effectives. Les définitions du nombre dans le plan et dans l'espace, de l'imaginaire, du normal, normé, et des rotations, rotationnelles, etc., venaient à leur place, attachées à l'acte de plier et faire tourner, et aux représentations de cet acte. La distinction entre les propositions démontrées, théorèmes, et les propositions initiales, axiomes, se liait à la différence entre la forme, pure et vide, et le contenu, effectif, introduit par ces actes. Il en résultait d'ailleurs que jamais la démonstration ne s'achève, ni du côté du commencement, règle opératoire, ni du côté de la fin, possibilité de produire des propositions, d'ailleurs mal explorées dans cette perspective. C'est le passage de la réflexion mathématique formalisée au réel, l'articulation, était envisagée à partir de l'examen. XXI préface à la 2e édition. Rétrospectif, généalogique, c'est-à-dire repris à partir de la naissance, de deux problèmes particuliers, de deux modèles historiquement définis, mais en cours d'épuisement. Le modèle harmonique, un segment AB se matérialise en une corde vibrante. La pensée mathématique et physique naît comme la philosophie, comme la tragédie, dans l'esprit de la musique, on constate que le son, aérien, expressif, obéit à des lois numériques. Pythagore réfléchit sur la division de la corde en segments réels et cependant non découpés. Pour lui, la qualité et le nombre s'identifient dans les sons de la lyre. À quoi la pensée héraclitéenne répond, oui, mais la tension des cordes fait l'accord. Les harmoniques, leur nombre, non fini, obéit à des lois simples, donnent lieu à des calculs qui vont jusqu'aux séries de Fourier et jusqu'à la fonction d'onde. Le modèle planétaire suggéré par de nombreux faits matériels et sociaux, un noyau central, entouré d'unités corpusculaires en nombre fini, retenues autour du noyau par des lois de dépendance. Une partie du volume 2 et du volume 3 du traité devait se consacrer à la genèse de ces modèles, à leurs interactions dans l'histoire de la philosophie et de la connaissance, à leur fécondité, à leur finitude, épuisement. Il n'était pas encore question des images clés de la philosophie, à savoir le mundu, monde, trou, caverne, couloir ayant une ouverture vers la lumière, et le cosmos, disposition harmonieuse des corps et corpuscules dans une hiérarchie illuminée. Ni par conséquent d'une exploration de ces interactions un peu particulières, irréductibles à la combinatoire intemporelle et abstraite. Ce fut plus tard, au moment d'une élaboration ultérieure, celle de la conception métaphilosophique, implicite mais seulement virtuelle dans le projet initial, que se découvrirent ces images-concepts, caractérisant les textes philosophiques et leur contexte. 10 sur l'histoire récente de la logique. Les recherches, élaboration, perfectionnement de la logique moderne ont donné un processus remarquable. La logique se dédouble. Préface à la 2e édition TSIE. A. D'une part, formalisation très poussée, avec les recherches sur la logistique, l'axiomatisation, la saturation des systèmes d'axiomes, les logiques modales et polyvalentes, la combinatoire universelle, etc. B. D'autre part, les logiques concrètes, tendant vers la praxéologie, théorie de l'action et de la décision, théorie des stratégies et des jeux, etc. On peut aussi faire entrer dans cette rubrique les recherches qui prolongent la logique du concept, la logique transcendantale, Kant, la logique expérimentale et aussi la logique de la langue. Notons à ce propos, 1, que les logiques récentes,
par exemple les logiques, non-bas, polyvalentes, etc., ne peuvent se passer de la référence à la logique aristotélicienne. 2. Très importante remarque, le dédoublement mentionné laisse une place, entre les recherches orientées vers l'abstrait, vide, et celles qui vont vers le concret, pratique. Il y a là un blanc, une lacune, un manque. Peut-on le combler ? Et est ce que proposait la conception d'une logique dialectique, médiation entre la forme et le contenu. L'essentiel, dans le projet, c'était et c'est encore la logique dialectique, ni la pensée logique ni la pensée dialectique prise en soi. La suite, les pas en avant de la connaissance n'auraient-ils pas confirmé cette hypothèse ? Vérifier l'intuition et la tentative. 4. Cette élaboration annonce une théorie générale des formes. Il y aurait la forme pure, tautologie, et des formes spécifiques, symétrie, simultanéité, répétition, récurrence, etc., déjà ouvertes sur des contenus, c'est-à-dire sur des mouvements et conflits. Il y aurait donc des contradictions entre forme et contenu et des contradictions au sein des contenus eux-mêmes, entre eux et en chacun d'eux. À côté de la déduction et de l'induction, la méthodologie approfondie dialectiquement devait présenter des opérations nouvelles, telles que la transduction, opération de la pensée sur barre oblique vers un objet virtuel pour le construire et le réaliser. Ce serait une logique de l'objet possible et barre oblique ou impossible. Tsif préface à la 2e édition. Autrement dit, le projet entier du traité du matérialisme dialectique serait à reprendre, complètement dégagé de la systématisation philosophique, dont le plan initial n'a pas toujours évité les inconvénients. Condition préalable, que l'hypothèse se vérifie, à savoir que la logique dialectique corresponde effectivement à la logique des différences, à la logique des oppositions, exigée et attendue par les développements ultérieurs de la pensée scientifique, et souvent interprétée de façon à liquider la pensée dialectique. X est l'effacement de la dialectique. La pensée dialectique n'a pas poursuivi la marche ascendante et triomphale qu'elle en espérait pour elle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Les circonstances et conditions de son effacement sont multiples. Ne retenons que le contexte théorique. La pensée dialectique s'est changée en son contraire, critique par essence, elle a donné un dogmatisme, avec systématisation abusive, le diamate, officiel, institutionnel. Dans cette systématisation, le mot « dialectique », c'est-à-dire la pensée dialectique réduite à un mot, devint le support d'une idéologie, qui précisément liquide en acte la négativité, la réflexion critique. D'autre part, la systématisation menée au nom de la dialectique, tendant vers la clôture du système au titre d'un mouvement qui exige l'ouverture, absorbait la logique dans la dialectique. Qu'advenait-il ? Faute de support logique, faute de référence logique, faute de règles d'emploi des concepts, et sans que cela l'empêche de se figer dans le discours dogmatique, la pensée dialectique ne se distinguait plus de la sophistique, de l'éristique. On sait que l'armée soviétique dut intervenir pour obtenir la réintégration de la logique dans l'enseignement universitaire et dans les écoles militaires, parce que les officiers, utilisant le vocabulaire dialectique, mêlaient à tort et à travers contrariété et contradiction, ne sachant même plus rédiger un rapport cohérent. On sait aussi comment les philosophes officiels, en URSS et ailleurs, ferment sur les positions. Préface à la 2e édition 25. Du diamate, s'opposèrent au progrès de la science et de la technique, cybernétique, théorie de l'information, logique et recherche opérationnelle, etc. Pour les défenseurs de la dialectique, cette dernière tendait à se restreindre en une procédure de purification mentale, à la critique des préjugés, Gurvitch, elle, à la négativité philosophique, à l'esprit de contestation, H. Marcuse, 2. La pensée dialectique a été attaquée à son point faible, la liaison avec la logique. La logique a progressé, non la pensée dialectique. Chez ces penseurs, la réflexion dialectique n'a plus ni fondement objectif, ni référence théorique, ni base pratique, ni référence sociale. Pour d'autres, l'emploi, rigoureux, des discontinuités supprime la dialectique, remplaçant les transitions par des coupures, écartant le transitoire de l'intelligible au profit des objets bien découpés, des structures bien établies.
Dans cette mise en perspective, la dialectique n'est pas une méthode, mais une pièce de l'hegelianisme. 12 Réduction de la dialectique. Il y a une réduction dialectique, mise en lumière depuis quelques années, bien distincte de la réduction phénoménologique, de la réduction sémantique. En effet, la réduction dialectique n'écarte le contenu que pour le retrouver, pour le situer et le restituer. Le modèle exemplaire de la réduction dialectique se trouve dans le premier chapitre du Capital. Marx dégage de tout contenu la forme de la marchandise, la valeur d'échange. Il montre son caractère formel en le reliant explicitement à la forme logique, pure, puis à des propriétés duales, forme relative, forme équivalente. Laissant de côté la référence à la praxis, révolutionnaire ou non, il tente de démontrer et si l'on veut ainsi s'exprimer. 1. Confère. Georges Gurvitch. Dialectique et sociologie Flammarion 1962, et toute la théorie de l'hyperempirisme dialectique. Confère. Toutefois les procédés opératoires, dialectique et sociologie, page 190. 2. Confère. Raison et révolution mais aussi et surtout l'homme unidimensionnel conclusion, page 277. 2. 26 Préface à la 2e édition. De donner un fondement théorique à la connaissance critique du capitalisme en partant de la forme logique. Il expose donc, à propos de la valeur d'échange, la forme, la structure inhérente à cette phoneux, les fonctions qui en résultent, circulation monétaire, etc. Puis il retrouve, élucidé, le contenu d'abord réduit, à savoir immédiatement le travail social, avec son mouvement dialectique, parcellaire global, qualitatif quantitatif, puis immédiatement les rapports sociaux de production. Ainsi se déploie chez Marx le monde de la marchandise, avec sa logique immanente et la dialectique qui le porte, l'emporte et le ronge. Ce qui ouvre du même coup une voie, évoque une théorie générale des formes. Que le traité ici résumé devait contenir et qui ne semble pas avoir perdu son intérêt. La tentative est à reprendre. Il s'agissait d'autre chose que d'une épistémologie consacrant et fixant en modèle la division sociale du travail intellectuel, constituant des noyaux isolés de savoir supposés définis et définitifs. Ceci dit, la dialectique elle-même peut-elle se réduire? Peut-elle disparaître dans le formalisme? Non. À diverses occasions, depuis quelques années, l'irréductibilité du mouvement dialectique, sa restitution ont été mises en lumière. D'un nombre fini d'éléments, signes sans signification, lettres, phonèmes, naît un nombre illimité de signifiants, les mots et phrases dont la combinatoire admet la répétition, dont la longueur n'est pas fixée. D'où une complexification allant du fini à l'infini. Mieux, un conflit apparaît entre le métalangage qui se passe de référentiel, n'a pour référence et pour modèle que le langage lui-même, de préférence écrit, et les référentiels. De sorte qu'au bout d'un certain temps, cette pratique théorique permet de dire et d'écrire n'importe quoi, à condition de respecter les règles du métalangage. Et cependant, la notion de production, d'abord éliminée, réapparaît pour résoudre les contradictions et répondre aux questions ouvertes. Chomsky. 13. Sur la musique, il peut paraître surprenant d'introduire des considérés. Préface à la 2e édition Tecvie. Ration sur la musique dans une suite de réflexions sur la logique. Et cependant, est-ce plus étrange que de tenir compte des réflexions de Marx sur la marchandise, la valeur d'échange, qu'il relie à la forme, pure, de la logique? La philosophie ne serait-elle pas née, elle aussi, dans l'esprit de la musique? Ne peuvent-elles se transformer ou mourir ensemble? Le son est une sorte d'abstraction sensible, purifiée des contenus, les bruits, il est émis par un objet abstrait, un abstrait concret, c'est-à-dire bien délimité et bien séparé du monde, corde tendue, tube parcouru par le souffle, le continuum ainsi défini, beaucoup mieux que par les voix, se découpe de façon discontinue en intervalles. Qu'une partie de l'Orient n'ait pas séparé le son de la percussion, bruit, qu'il n'en ait pas moins affiné l'échelle sonore, laissons ici de côté ces faits.
La forme sonore permet la constitution d'un ordre, d'un ensemble ordonné, avec un double aspect, continu et discontinu, qualitatif et quantitatif, théorique et pratique. Les intervalles s'articulent avec les timbres, harmoniques, liés au son, expressif. B. La mélodie, qui se déplace sur l'échelle des sons et enchaîne des intervalles, et le rythme, qui occupe le temps, se distingue d'abord. Tantôt domine la mélodie, chant, tantôt le rythme, danse. La musique grecque, occidentale, est tantôt liée au logos et à Eleto, par la lyre, tantôt au pathos, par la flûte, holo, étant apollinienne ou dionysiaque. La mélodie et le rythme permettent à la fois la constitution et l'exploration du champ musical. Au cours de cette exploration se découvre la structure de la forme sonore du chant en même temps que la fonction de cette forme, socialement, la fête et le drame, le chant et la danse. Ce qui frappe dès le début dans le chant exploré, c'est l'identité des octaves. Les Grecs y trouvèrent le principe du système. Il y a système, puisqu'il y a identité du nombre et de la qualité sensible, identité et répétition des sons le long de l'échelle, propriété déterminable, cycle et différence, etc. Une philosophie. Tocqueville préface à la 2e édition. Une pratique s'enchevêtre et interfère, ainsi s'élabore peu à peu le modèle harmonique de la pensée. L'harmonie est d'abord un élément subordonné à un 3e terme. On chante à l'unisson, à l'octave pour les hommes, les femmes, les enfants, encore qu'il ne faille pas en conclure que l'harmonie ait été inventée de toutes pièces en Occident, et lui soit réservée. Peu à peu croît en Occident l'importance de l'harmonie, simultanéité des notes, accords, sons fixes, verticalité, l'écriture musicale lui confère la primauté sur la mélodie. L'harmonie se révèle rationalité et même logique, rôle de la tonalité, renversement des accords, récurrence des enchaînements. Et cela en même temps qu'elle met en jeu les prolongements, les résonances illimitées des sons bien définis. L'harmonie semble le code du message musical, considéré comme langage. À tort, elle n'en épuise ni le rythme ni la mélodie. Les controverses à ce sujet remplirent le XXe siècle. L'harmonie conçue rationnellement, Rameau, s'intègre la mélodie et le rythme. Et cela à travers le romantisme, mu, inconsciemment, par la logique concrète de l'harmonie, par la réduction de l'objet musical à un langage. Enfin, l'harmonie s'épuise, elle éclate. Elle montre sa finitude. Elle ne contient pas, elle ne dit pas l'infini mais seulement le désir de l'infini, elle n'était pas divine, elle n'était pas inépuisable. À quoi laisse-t-elle place? À une logique des différences qui ne privilégie aucun élément, à tonalité. À un retour au rythmique, au modal. À une combinatoire. À un jeu aléatoire d'éléments pris au hasard dans les perceptions auditives. À un mouvement dialectique, son bruit, c'est-à-dire, forme contenue. De toute façon, la musique s'ouvre sur le temps et l'espace sensible, sur le possible impossible. Si elle ne meurt pas, elle se transforme. Elle passe, comme la philosophie, et peut-être comme d'autres activités, productives, au-delà d'elle-même. Préface à la 2e édition TPSIX. 14 contradictions logiques et contradictions dialectiques. La contradiction dialectique n'est pas l'absurdité logique. Autrement dit, si la pensée dialectique se base, ou se fonde, sur ce que le logicien déclare absurde, voire même impossible, le dialecticien ne conçoit pas cette absurdité ou cette impossibilité comme telle, il y voit au contraire un point de départ et l'insertion dans une intelligibilité qu'il déclare concrète. Il y voit même le principe d'une reproduction dans et par la pensée de ce qui a été produit, généré, dans le temps, c'est-à-dire dans une histoire. Le dialecticien marxiste affirme qu'entre le concept de production et la conception dialectique du devenir il y a réciprocité indissoluble. Pas de production sans contradiction, sans conflit, à commencer par le rapport de l'être social, l'homme, avec la nature dans le travail. Les propositions qui expriment une contradiction dialectique ne constituent pas une incohérence logique. Certaines illustrations fréquentes de la pensée dialectique sont à proscrire. Il ne suffit pas de montrer le blanc et le noir, puis le gris,
pour légitimer la pensée dialectique. Ni de montrer une graine, une pomme de terre en germination, un embryon, de l'eau qui bout, etc. Si les propositions relevant de la logique avaient un contenu, ou s'il y avait un contenu logique des propositions, la pensée dialectique serait en péril grave. Il en va autrement si la position logique par excellence est la tautologie, l'identité pure, transparente, vide, neutre. Alors l'identité peut transparaître et réapparaître dans la contradiction dialectique. Elle manifeste cette contradiction comme concrète. La formulation des conflits apporte son contenu à l'identité tautologique, donc l'ouvre sur l'acte pratique. Enfin, l'identité coïncide avec l'exigence d'une solution. La contradiction dialectique s'identifie avec le problème, avec la problématique, ce que l'on s'efforce en vain de réduire en logifiant. Quant au troisième terme, il est déjà partout. Pas de 203. Si l'on part du topo ou des topois, il faut aussitôt montrer, à côté de l'isotopie et de l'hétéro. XXX préface à la 2e édition. Topie, l'utopie, rapport et support irréductible à la pure logique. Et voici le besoin, le travail, la jouissance ou l'autre, l'autrui, l'étrange, etc. Chaque triplicité a son mouvement spécifique. Toutefois, le dépassement n'a de sens que dans un cas, celui de l'historicité. Il en peut passer pour la définition. Autrement dit, le troisième terme peut dégénérer, naître et bientôt disparaître, se figer, sans qu'il y ait histoire. Et inversement, l'omniprésence des trois termes ne permet pas d'affirmer, sans référence théorique et pratique, l'universalité des processus nommés dialectiques. Une analyse critique de l'historicité devra se joindre à la logique formelle et dialectique pour en déterminer les bornes et l'issue. 15 Sur la dialectique comme méthode, la dialectique hegélienne n'est non pas une méthode de recherche ou d'exposé philosophique, mais la description adéquate de la structure de l'être, ainsi que de la réalisation et de l'apparition de l'être. Kojève, Introde à la file de Hegel, page 525. Si la dialectique hegélienne ne peut se distinguer de l'armature, de la structure, du système hegélien, les affirmations méthodologiques de Marx à propos du capital, remettre sur ses pieds la dialectique hegélienne, expression d'un monde à l'envers, sont nulles et sans portée. Dire que l'être est dialectique, c'est dire d'abord, sur le plan ontologique, qu'il est une totalité qui implique l'identité et la négativité. C'est dire ensuite, sur le plan métaphysique, que l'être se réalise non pas seulement en tant que monde naturel mais encore comme un monde historique, ou humain, ces deux mondes épuisant la réalité du réel objectif, il n'y a pas de monde divin. C'est dire enfin, sur le plan phénoménologique, que le réel objectif existe empiriquement et apparaît non pas seulement comme chose inanimée, plante et animale, mais encore comme individu libre historique essentiellement temporel ou mental, qui lutte et qui travaille. De cette interprétation, F. Châtelet tire les conséquences, confère, Hegel. Préface à la 2e édition XXXI. Seuil, Paris, 1968, non sans un dogmatisme et une arrogance qui s'explique si l'on pense que la philosophie instituée et spécialisée continue aujourd'hui d'appuyer son autorité sur des institutions, sur la permanence, triomphalement constatée, et l'autorité de l'État. Cependant, reportons-nous à les logiques de Hegel et à sa lecture par Lénine, ni les anti-hegéliens systématiques ni les néo-hegéliens n'ont encore tenté de le discréditer comme romantique. La logique ne peut se concevoir comme seule science de la forme de la pensée, séparée de tout contenu. En effet, la forme de la pensée est déjà poussée au-delà d'elle-même et ne peut rester purement formelle. Avec ses préoccupations pratiques, politiques, Lénine saisit très bien que chez Hegel la méthode n'est pas une démarche séparée du contenu de la doctrine, confère. Fleischmann, La science universelle ou la logique de Hegel, page 354. Pour Hegel, la science est le fruit du travail intellectuel des générations, qui ont réduit le chaos empirique à des notions, à des principes, à des vérités, bref à la pensée, idée.
Pour Lénine comme pour Hegel, le concept se développe en surmontant les oppositions de la forme et du contenu, du théorique et du pratique, du subjectif et de l'objectif, du « pour soi » et de « elle en soi », confère. Cahier de Lénine sur Hegel, page 154, col. Idée, 1968. La méthode ne doit pas dédaigner la logique formelle, mais la reprendre. Qu'est donc cette méthode ? C'est la conscience de la forme, du mouvement interne du contenu. Et c'est, le contenu lui-même, le mouvement dialectique qu'il a en lui, qui le pousse en avant, forme comprise. À l'ancienne logique, la logique dialectique ajoute la saisie des transitions, des développements, du lien interne et nécessaire, des parties dans le tout. Elle montre à la fois le lien, sa nécessité, et l'origine immanente des différences, c'est-à-dire, selon Lénine, la logique intérieure objective du développement et la lutte des différences polarisées. La logique ressemble à la grammaire, mais telle qu'elle apparaît au linguiste. Page 157, Carla. Trucchi préface à la 2e édition. Grammaire est une chose pour celui qui s'approche d'elle, autre chose pour celui qui revient à elle / inversée enrichie d'un vaste savoir. Ainsi et seulement ainsi, la logique offre l'essence de cette richesse, la richesse de la représentation de la nature, du monde, de l'histoire et de l'esprit. En lui-même, le système de la logique n'est que le royaume des ombres. On ne saurait mieux dire qu'il n'y a dialectique, analyse dialectique, exposé dialectique ou synthèse, que s'il y a mouvement et qu'il n'y a mouvement que s'il y a processus historique, histoire. Que ce soit l'histoire d'un être de la nature, celle de l'être humain, social, celle de la connaissance. C'est ce que disaient, non sans le dénier et le renier, Hegel et que Marx et Lénine redisent, en le prouvant, en le faisant. L'histoire est le mouvement d'un contenu, engendrant des différences, des polarités, des conflits, des problèmes théoriques et pratiques, et les résolvant, ou non. La notion structuraliste de coupure, discontinuité, est venue embrouiller l'affaire. Il y a discontinuité, coupure, historique et politique, en 1842-43 quand Marx rompt avec la théorie hegelienne du droit et de l'État. À l'histoire, il attribue d'autres forces motrices, d'autres causes et raisons, un autre sens. Et d'abord, elle continue. Le moteur du mouvement historique n'est pas la raison, mais la pratique sociale, y compris les classes et leurs rapports dans la pratique industrielle. Le support de la rationalité ne se trouve ni dans les classes moyennes, fonctionnaires, bureaucrates, ni dans la bourgeoisie, mais dans la classe ouvrière, etc. Cependant, Marx conserve, en le dépassant le concept de l'histoire. Il retient, notamment, la thèse de la lutte à mort. Pour qu'il y ait l'histoire, il faut que des forces en présence mènent leur conflit jusqu'au terme, jusqu'à résolution par une victoire et une défaite. Pour Marx, l'esprit du monde, le Welge, ce n'est plus Napoléon, c'est la classe ouvrière, dont la négativité n'a plus rien de spéculatif. Marx reprend ainsi la méthode dialectique, immanente, analytique et synthétique, en ce qui concerne tout processus historique. Préface à la 2e édition 33. Reste qu'il ne faut pas dialectiser, à tort et à travers, et s'installer spéculativement dans le processus, même si l'on conçoit régressivement son départ et progressivement sa fin. Comment Marx procède-t-il pour suivre le capitalisme et la société bourgeoise dans leur totalité sous son double aspect, dans le temps, formation et dissolution, et dans actualité, cohérence, autorégulation. Pour atteindre l'histoire, il ne part pas d'une étude historique. Répétons-le une fois de plus, il part de la logique. Il dégage une forme, la valeur d'échange. Il en montre la structure, un ensemble d'équivalences, et le fonctionnement, échange, circulation, constitution de parge et de la monnaie. Puis il passe au contenu, le travail social productif, avec ses péréquations cohérentes, les moyennes sociales, productivité moyenne d'une société donnée, et. Il atteint ainsi l'historique, division du travail, accumulation du capital, formation de la bourgeoisie. Selon le mot de Lénine, le capital ne peut se comprendre sans la logique de Hegel.
Réciproquement, il montre, littéralement, il exhibe, le rapport, logique formelle, logique dialectique, méthode et théorie. Et maintenant, supposons que la stagnation fige le mouvement par décret et volonté de l'État, par structuration, forcée et contrainte. Supposons que par hypothèse l'on place, théoriquement, les états stationnaires au-dessus des transitions, l'équilibre en dehors du développement et au-dessus. La dialectique perd ses droits. En même temps que l'histoire et l'historicité, c'est-à-dire que le mouvement. Mais alors la pensée dialectique se change en langage dialectique, qui recouvre et cache non pas seulement les conflits et contradictions dans le réel, mais sa propre contradiction entre lui-même et le réel. La pensée dialectique se transforme en son contraire, en une idéologie, mais perfectionnée, sachant dissimuler son caractère idéologique. De connaissance, celle des mouvements historiques et de projets révolutionnaires transformant le monde, la pensée dialectique se change en projet d'action étatique figeant le Trukiv préface à la 2e édition. Monde, arrêtant l'histoire, destruction du mouvement, autodestruction de soi en tant que mouvement, affirmation en tant que métalangage. 16. La double détermination. Ce principe, pièce importante de la dialectisation de la logique et de la logicisation de la dialectique, va plus loin qu'il ne semble à première vue. Il ne s'agit pas seulement des couples, disjonction, conjonction, ou appartenance-exclusion, ni des propriétés duales. Je trace avec le crayon une ligne AB. J'accomplis ce trajet en une fois, d'un trait. Je puis le refaire, marquer un point C et concevoir ensuite qu'avec des ciseaux je coupe en C la ligne AB finie. Je recommence maintenant l'opération et j'imagine qu'à la manière du démon de Maxwell, je deviens de plus en plus petit, indéfiniment, et de plus en plus voisin de la pointe de plus en plus fine proche d'un point de mon crayon. Dès lors, n'importe quel fragment de la ligne AB se place devant moi comme suite infinie. Je me rapprocherai indéfiniment de C sans jamais l'atteindre. Chaque point se révèle point d'accumulation et accumulation de points. Surprise, c'est l'ordre parfait, du continu, qui surgit, qui prend forme devant moi, démon imaginaire et logicien. C'est le même, segment, qui se révèle autre et l'autre qui s'identifie au même, fini et barre oblique ou infini. Passons à la question si controversée du sujet. Le rapport du « je » et du « monde » ne peut se concevoir dans l'étrange et l'étranger, sans l'autre et l'autrui, le proche et le lointain, qui sont même, deux aspects du même rapport. Jusqu'à ce « je » que je suis, le « monde », parvient par deux voies, l'histoire entière, le passé, le temps biologique et social, la biographie individuelle, le temps singulier. D'un côté, un infini, un ordre lointain. De l'autre, un ordre proche, le fini, ma finitude. Ma présence. Ne serait-ce pas la double détermination de mon être humain, de ma subjectivité? Je ne suis rien, et je suis totalité. Je suis un infime détail dans le monde, et je suis le monde. Je suis une petite chose, et je suis Dieu, s'il y en a un. Mais ceci, je peux le dire, et je ne puis pas ne pas le dire, de Préface à la 2e édition XXXV. N'importe quel autre qui dit « je », c'est l'unique et c'est le substituable, l'absolu et le relatif. Ma conscience raisonnable, substituable, je me mets à la place d'un autre par la pensée est relative. Mon corps, non substituable, mortel, est un absolu. Le sujet semble s'évanouir. Mais je suis les deux, l'infini et le fini, l'unique et le substituable, le relatif et l'absolu, bien que ce ne soit pas sous le même aspect, dans une identification confuse, mais dans une identité double. En ce sens, la conscience, c'est l'inconscient. Autrement dit, la conscience et l'inconscient sont la double détermination, la double dénomination, du même acte, de la même identité. Le même acte pourra donc se dire en termes de conscience, de moi, de sujet et d'inconscient, de désir. Mais ce ne sont pas seulement deux langages pour dire la même chose, ce qui serait redondant, pléonasmatique, et dissimulerait l'identité vide, la tautologie.
La double détermination révèle la différence qu'elle enveloppe, dans une identité concrète. La tentation n'est toujours de substantialiser une détermination, soit le fini, soit l'infini, soit la conscience, le je, le moi, le sujet, soit l'inconscient, et de construire ainsi un modèle philosophique. Or l'opération échoue toujours, parce qu'en forçant une détermination, on perd, on abolit l'autre. 17 Double détermination et logique dialectique approfondie. La logique formelle n'interdit pas la pensée dialectique. Au contraire, elle en montre la possibilité, elle en ouvre l'exigence, et l'attente, et le trajet, elle en fonde la nécessité. La logique formelle renvoie à la dialectique, par la médiation de la logique dialectique. Après quoi, ce mouvement se renverse, et la logique formelle n'apparaît plus que comme réduction du contenu, abstraction élaborée, élément neutre, vide, transparent, de toute démarche. Il y aurait à reprendre la démonstration ébauchée mais incomplète, dans la première rédaction de ce traité. 30 Préface à la 2e édition. A. Des arguments très forts se tireraient de l'analyse, inaugurée par les logiciens, les philosophes, les linguistes, de propositions singulières, telles que « elle ne pleure pas parce qu'elle a mal ». Énoncé affirmatif si le locuteur s'en tient là. Énoncé interrogatif et hypothétique si l'on indique « pourquoi donc pleure-t-elle » Énoncé disjonctif si le locuteur précise « elle ne pleure pas parce qu'elle a mal mais parce qu'elle doit s'en aller ». L'analyse logique ou sémantique découpe et démembre la phrase en propositions, cette analyse est fausse. Elle ne pleure pas, or, elle pleure, et la phrase signifie qu'elle pleure. Ainsi l'affination s'énonce par la négation. Il est vrai qu'elle pleure. Cette affination a valeur de vérité. Ce qui ne suffit peut-être pas à réconcilier la vérité avec la valeur, mais témoigne d'une recherche pour réunir les deux déterminations, pour élargir les notions relatives au rapport du signifié et du signifiant. B. La notion de logique concrète et celle de logique dialectique convergent. Par logique concrète, on peut entendre la recherche de rapports entre l'ordre proche et l'ordre lointain dans l'espace, dans le temps, dans le discours, etc. 18 Logique dialectique. Pour la situer comme médiation, on peut proposer le tableau fléché suivant, forme identité logique formelle. Indifférence. Contrariété logique dialectique. Théorie des mouvements contenus. Contradiction. Antagonisme dialectique. Préface à la 2e édition 37. De la logique formelle relèvent les relations abstraites et générales, telles que inclusion-exclusion. De la logique dialectique dépendent les relations duales et plus concrètes, telles que réciprocité, complémentarité, double détermination, et aussi récurrence, symétrie, répétition et différence, etc. Ce schéma, qui n'a rien de nouveau, est-il satisfaisant? Non. En particulier, les seuils qui séparent les niveaux restent mal déterminés. La place de la différence peut donner lieu à des controverses. Enfin, les démarches de la réflexion, telles que la déduction et l'induction, ne sont pas situées. Voici un autre schéma, identité abstraite différence identité concrète, compte-réduit, 1, dia, tic. Universalité, particularité singularité, moment, concrète, moment, raisonnement. Selon ce tableau, la logique dialectique coïncide avec la logique concrète, elle-même définie par la différence. Le domaine de la logique formelle s'étend de la tautologie à la démonstration, de la cohérence à la stabilité. Ce qui ne va pas sans menace dans le domaine de la dialectique. Et cependant, il y a les mouvements dialectiques, s'il y a, dès le mouvement né, historicité. 19 Logie, que dialectique, suite. On peut concevoir sous ce vocable un enchaînement aussi dépourvu de contenu que possible, mais ne pouvant s'en affranchir, et qui traiterait non seulement d'oppositions formalisables, réductibles à des opérateurs, comme inclusion-exclusion, conjonction-disjonction, mais d'oppositions plus concrètes, telles que ouvert-fermé. Ce qui permettrait l'étude analytique de rapports déterminables, intermédiaires entre la forme et le contenu. 30 Ouvert. Fermé. Préface à la 2e édition.
Entrée ouate noire sortie, trajet, et barre oblique ou parcours connu. Extériorité ou cohérence, interne. Opacité et barre oblique ou transparence, interne, peut-être faudrait-il ajouter à ce domaine mixte certains rapports tels que partie-partition, dans la théorie des ensembles, pliage-découpage, dans le mouvement général de l'abstrait au concret, ou plutôt de l'abstrait scientifique au concret saisi comme tel. Sans doute pourrait-on aller jusqu'à concevoir une logique des paradigmes, opposition pertinente, le rapport formel donnant un contenu à la forme logique pure et vide. Est-ce concevable? Oui, puisque la connaissance actualise, appelle, in praesentia, un ensemble de thèmes qui ne sont jamais donnés tous ensemble dans le vécu, mais sont, in absentia, non simultanément réels, bien que saisissables à partir de chaque terme. J'écris que j'écris, et je prélève, je, parmi les pronoms, écrits, dans la conjugaison, selon une structure syntactique qui me permet de produire cette phrase. L'actualisation d'un paradigme ne fait rien et cependant elle fait tout. Elle n'ajoute rien à l'ensemble sinon le constituer en tant que tout, en le subordonnant à un enchaînement en actes. La logique dialectique, dans ce cadre, serait le mode opératoire des actualisations, montrant le caractère total, spécifique, ouvert barre oblique des ensembles paradigmatiques. Elle étudierait la présence-absence et la cohérence interne des codes ainsi que leur rapport avec les messages, structurés, produits effectivement. À noter que l'on peut considérer paradigmatiquement la suite des nombres entiers, par exemple. Ce qui intégrerait. Préface à la 2e édition Truc-X. À la logique dialectique la théorie des ensembles. Est-ce suffisant pour préciser son statut théorique? 20. Logique et idéologie. Si l'on accepte la définition marxiste de l'idéologie, à savoir que ce n'est pas seulement une représentation incomplète et mutilée du réel, mais d'abord une présentation de ce réel qui le renverse, le met la tête en bas et ensuite qui voile et dissimule ses contradictions, on conçoit comment la logique, séparée, fétichisée, peut servir l'idéologie, ou même servir d'idéologie, être une idéologie. En ce sens, la philosophie entière, en tant qu'idéologie, a interprété la logique et présenté la logique comme interprétation du monde, grille fixée sur le monde, faisant miraculeusement disparaître le chaos et l'enchevêtrement des conflits, substituant magiquement l'ordre au désordre, la transparence à l'opacité. Toute la métaphysique s'est édifiée par extrapolation et réduction, à partir de la logique. Que la forme logique se change en magie, c'est encore parfaitement visible et sensible dans l'idéologie contemporaine. Et notamment dans le structuralisme, sans oublier le formalisme et le fonctionnalisme systématisé. Pas plus qu'une autre, cette magie n'est innocente. Elle recèle une stratégie ou des stratégies, de classe, à travers la priorité et la primauté de l'abstraction fétichisée, philosophique ou scientifique. L'idéologie est une fonction politique. L'analyse dialectique présuppose la forme logique, qui permet de mettre en évidence les contradictions et leur hiérarchie, contradiction essentielle ou subordonnée, aspect principal de la contradiction, confère le texte connu de Mao Tse Tung, sur la contradiction, œuvre, collection U, page 148 et SQ. L'analyse dialectique dévoile, dissocie les contradictions emmêlées dans le nœud de leur unité. Elle permet donc de dévoiler les idéologies comme telles, y compris celles qui se greffent sur la logique et la dialectique. Aujourd'hui, l'analyse dialectique prend entre autres XL préface à la 2e édition. Forme celle de l'analyse institutionnelle, qui saisit du dedans et du dehors l'implication des idéologies et des institutions. Ce qui ne va pas sans une critique en acte, l'analyse implique un analyseur, une diagnose et un diagnostic. 21. Logique et idéologie, suite, on peut concevoir une polarisation de la connaissance et de la pratique, allant du pôle logique, tautologie vide et transparente, au pôle du contenu, pratique sociale, rapport avec des objets réels, résistants, opaques. Plus une proposition ou suite d'affirmations se rapproche du pôle logique, moins elle a un contenu conflictuel mobile, dramatique et historique, lié aux rapports de classe, aux structures sociales, aux objets de la perception sensible et de la nature.
Cependant, cette implication peut se voiler d'idéologie, servir de prétexte ou de support à une idéologie, par exemple telle représentation de l'espace, apparemment formelle, peut recéler une idéologie, l'espace mental, homogène, isotope, dès lors qu'il est présenté ou représenté comme social, est idéologique. Poser un savoir absolu ou bien une substance initiale, le sujet ou l'objet érigé en vérité métaphysique, les projeter dans une transparence, cela définit une idéologie, la philosophie. Ce qui semble transcendant ou inconscient parce qu'inhérent à toute activité consciente, à toute opération mentale, n'est-ce pas la logique? Elle donne l'impression du transcendant ou de l'inconscient, par sa présence-absence. Et cependant, elle est l'inverse de l'absolu métaphysique, le relatif intégral, intégré en toute relation intégrant les rapports, relations, spécificités et différences. Il est donc nécessaire à ce propos de dénoncer l'illusion philosophique qui objective, substantifie, réifie. La pensée métaphysique peut alors se représenter polairement. Il y aurait, a, la métaphysique de la substance, 2, l'être, selon l'identité, l'être est ce qu'il est. Préface à la 2e édition XLI. B. La métaphysique du sujet, selon l'identité, je suis ce que je suis, le je absolu, confère. Fichte. Dans les deux cas, l'identité logique est identifiée au contenu absolu, hypostase. La pensée métaphysique extrapole en introduisant un contenu fictif, idéologique, dans la forme et en l'identifiant à la forme. Alors que l'identité logique est l'élément neutre, vide, transparent, de toute pensée. Y compris de la pensée dite philosophique. Il serait d'ailleurs facile de montrer comment beaucoup de penseurs modernes oscillent entre deux postulats, a. Les implications du fonctionnement de l'esprit, ce rebs, à la forme logique, guide de la réflexion, ordonnant et jalonnant les chemins de la pensée. C. Ces implications, dont on connaît le caractère, transparent et vide, n'en constituent pas moins un système clos, une substantialité qui reste, inconsciente, dans le fonctionnement réel de la pensée, confère C. Lévi-Strauss, La pensée sauvage, page 328, où se manifeste pleinement cette confusion latente. Confère également du même auteur, Le cru et le cuit, pp 19-20 et de nombreux fragments sur l'inconscience de l'esprit. XXI. Logique de classe. La théorie logique des classes, classement des propositions ou rangement des choses, ne peut s'identifier à la théorie sociale et politique des classes. Il ne s'agit pas du même niveau de réalité, de réflexion, d'élaboration conceptuelle. Même s'il y a connexion et si la théorie des classes, sociologiquement, comporte la logique sociale. À parler rigoureusement, peut-on introduire ces termes, logique de classe? Non. Si l'on conçoit la logique comme l'élément transparent et vide, inhérent et immanent à tout ensemble enchaîné avec cohérence de pensée ayant un contenu, la logique est neutre. N'importe quel, pris parmi les classes moyennes peut raisonner ou déraisonner, discourir de façon incohérente ou correcte, peut-être déraisonne-t-il plus facilement et plus fréquemment qu'un prolétaire habitué à une pratique. XLI préface à la 2e édition. Étroite en des lieux définis, ou qu'un intellectuel, habilité soit à la logique soit à la rhétorique. Mais s'il raisonne correctement enchaînera logiquement des mots et concepts. La logique sert toutes les classes, de même que la langue. Pourtant, elle n'est neutre qu'en tant qu'elle est vide et qu'impliquant la possibilité de penser, elle n'est pas une pensée. Aucune pensée, aucune idée, aucune réflexion, ayant objet et contenu ne peut être complètement neutre. Pas même les mathématiques. Elles ne sont pas neutres en tant qu'elles servent, entrent dans la pratique sociale, donnent lieu à une pédagogie qui s'adresse à certains et non pas à d'autres, etc. Toute pensée a un contenu, un objet. En même temps, elle est une volonté, un choix. Quelle proposition ne porte pas de responsabilité? Aucune. Qui pense innocemment? Personne. Par métonymie et abus de langage, on peut parler d'une logique de classe lorsqu'un contenu politique est traité logiquement, systématisé, érigé en règles et normes sociales.
Une stratégie de classe menée jusqu'au bout, impitoyablement, obéit à une telle logique. Elle inclut ou exclut, par la loi et par la mort, par violence. On peut ainsi parler d'une logique ou logistique de l'espace, d'une logique de l'urbanisme ou de l'objet, des objets, de la vie quotidienne, ou de la scientificité, etc. Ces logiques systématisantes peuvent légitimer une sorte d'extrémisme théorique, on l'évite par le recours à un statut épistémologique, encore plus contestable parce qu'entérinant ainsi et précisément ainsi la division sociale du travail intellectuel. Avec ces réserves, la logique concrète, la praxéologie, révèle sans doute toujours une logique de classe, une stratégie soit apparente soit cachée dans une idéologie et inhérente à ce voile idéologique. Toute étude sociologique serait celle d'une logique sociale et politique, d'une logique de classe. Et cependant, la forme logique, qui convient à toutes les logiques de classe, à toutes les stratégies de classe, n'a pas en elle-même un caractère de classe. S'il y a une logique de la répression, ou une préface à la 2e édition Eclieu. Logique de la terreur, on ne peut confondre le contenu avec la forme, mettre au compte de la forme le contenu qu'elle reçoit. Il en va de même quand on parle d'une logique de la passion, ou d'une logique de la volonté, ou même d'une logique de l'éphémère, de la mode, etc. De même, la logique de la différence en général relève de la logique dialectique, mais on pourra parler, avec quelques réserves, de la logique d'une différence, de telle différence singulière si quelqu'un la pousse jusqu'au bout, l'affirme avec force et rigueur. 20/il est-ce que la logique logique et langage, dans l'hypothèse ici maintenue, malgré les obstacles et difficultés, la logique n'est pas, a, une substantialité, plus ou moins élaborée en concept, plus ou moins mise en forme, en provenance des objets, ou d'un absolu, idée, b, une modalité du sujet, de la réflexion, du redoublement réflexif à propos des objets, c, un corpus, un code général, un système formel, d, un fondement épistémologique, ou une science des sciences, fondamentale. Elle se définit comme et par une transparence initiale et non finale pour la pensée réfléchissante, finale et non initiale pour la pensée qui cherche à saisir en eux-mêmes des contenus, des objets dans la praxis. Ce double mouvement est nécessaire pour définir la logique, lieu commun, élément neutre des ensembles ordonnés, de façon généralement incomplète, par la pensée. Ce qui la distingue des autres sciences de ces ensembles ordonnés, y compris la linguistique et la sémantique. Prise avec ces règles, prescrivant la cohérence, la logique serait un thésaurus plutôt qu'un corpus. Ceci ne va pas sans une liste d'interdictions dans le domaine du savoir, corrélative d'une liste de permissions et de transgressions dans la littérature. Sa cohérence est d'un autre type. Le savoir se fonde, si l'on peut dire, sur Eclive préface à la 2e édition. L'interdiction de la métonymie, le passage de la partie au tout et du tout à la partie doit être strict, et plus encore sur la proscription de l'anacolute. Il se fonde aussi sur l'interdiction de la métaphore et sur la suppression des blancs, les vides se comblent, les sots laissent place à des enchaînements, etc. En ceci, la logique n'entre pas dans la sémantique générale. Elle la domine. La thèse d'après laquelle le tout n'est rien de plus que l'assemblage des parties et cependant en diffère, étant quelque chose de plus et d'autre que les parties et leur somme, cette thèse est inhérente à la logique dialectique. Si la logique est une science, et si elle implique grammaire et syntaxe du savoir, normes et enchaînement, elle ne se réduit ni à la linguistique ni à la sémantique, ce n'en est pas moins la logique dialectique qui assure le passage de la tautologie formelle à la logique des propositions, des propriétés à la logique concrète, à la logique mathématique, algébrique, etc. On pourrait dire que la logique dialectique établit le langage du dénombrable, celui de l'incomplètement ordonné, mais qu'il reste le non dénombrable, et le rapport dialectique entre le continu et le discontinu, le lieu de pénétration de la logique dialectique dans le temps et le mouvement dialectique, lesquels relèveraient toujours d'une historicité. Mais cette formulation n'est pas encore satisfaisante. Psiv.
Logique et langage. La logique formelle, avec la logique dialectique adjointe, ne serait-elle pas une sorte de degré zéro, inhérent et immanent au degré premier, dénotatio et au degré second, connotation, discours sur le discours, métalangage, rhétorique ou système sémiotique dérivé. Le premier degré se définissant comme langage-objet, le degré zéro pourrait se réduire à la forme pure, sans que cette mise en place dépende d'un modèle linguistique particulier, celui de James Loewe, de Jacobson, de Chomsky, mais en leur convenant à tous, leur lieu commun. Préface à la 2e édition XL5. Toutefois, des questions troublantes se posent. Y a-t-il un degré suprême? Un code dernier? Code de l'idéologie, philosophie, système d'interprétation ultime. Y aurait-il renvoi de code en code, de degré en degré, vers l'illimité, vers l'indéfinissable? Ou bien n'importe quel décryptage peut-il se soutenir, se maintenir, s'affirmer? Le résidu de la réduction, de la purification, qui écarte le contenu, est-il irréductible? Y a-t-il un contenu dernier, en deçà des degrés connus et connaissables, des lexis successives et types de discours, ce contenu relevant d'une ontologie? Réponse: pas de code ultime, pas de métalangue philosophique, de décryptage suprême, d'herméneutique établie. Au-dessous du degré zéro, en deçà de tout langage, de tout code, de toute forme, il y a le niveau sublinguistique, le désir, sa trame temporelle dans l'espace. Au-dessus du même degré assignable et désignable, il y aurait la pensée dialectique, irréductible à l'idéologie, aux connaissances fragmentaires, au type de discours codifié, qui enveloppe l'ensemble. Mais toute difficulté ne disparaît pas. Il n'est pas question cependant de rétablir dans ses droits l'antique philosophie. La problématique est telle que la philosophie, nécessaire, ne suffit plus. On passe à la métaphilosophie, en y comprenant la théorie générale des formes, qui cherche le lien entre les formes abstraites et les formes concrètes, entre le mental et le social. Et la critique de tout métalangage, y compris celui qui veut se donner pour philosophie, pour décryptage absolu, pour herméneutique souveraine. 25 Logique et langage, suite. Comment n'y aurait-il pas correspondance et correspondance assurée, articulation, entre la grille des lieux, topie, et la grille du langage, toutes deux posées sur une réalité infiniment complexe et chaotique, contradictoire, la nature que le lecteur-acteur lit et déchiffre, l'un dans l'autre, l'un par l'autre, pour agir et connaître. XLVI préface à la 2e édition. Les deux grilles ne coïncident pas, ne sont pas identiques, mais toutes deux se composent de trajets et parcours, mouvements produits par une action. Toutes deux emplissent du temps et occupent de l'espace. Sur chacune on va d'un point à un autre point, et pas forcément ni toujours par le plus court chemin mais par une diversité de chemins, les uns directs et les autres détournés. Comment ces grilles s'appliqueraient-elles l'une sur l'autre? L'une à l'autre. Ce sont deux codes distincts et liés à un même message, indistinct, celui de la nature. Dans leur interdépendance, il y a distance et différence. Que le sujet puisse s'écarter de l'objet et le subjectif, mental et social, aller de son côté, c'est indispensable. Que la langue se constitue dans son lieu propre, au-dessus de la nomenclature des topies, occupées par des choses et des gens, et l'enveloppe, c'est inévitable. La logique, inclusion-exclusion, relation d'appartenance et de refus, ne jouerait-elle pas aussi ce rôle, articuler les grilles? Mais c'est seulement en tant que vide, tautologie, qu'elle est partout présente et partout absente. Dans la violence tumultueuse comme dans le silence, au fondement comme au sommet, à la base comme aux clés de voûte, ne trouve-t-on pas des tautologies? Le désir, c'est le désir, tout est barre oblique ou rien. La pensée, c'est la pensée, et l'être c'est l'être. La nature, c'est la nature, et l'ordre dans une société de même. Où s'arrêtent les redondances? Les saturations. Devant les contradictions. La logique est à la fois en deçà des oppositions telles que signifiant, signifié, parole-langage ou parole-écriture, et au-delà. Elle leur reste à la fois interne et externe. Inéluctable au langage, le langage la suppose.
Les contradictions, némore, nombre, drame, désir, réalité, etc. relèvent de la pensée dialectique. Quant à la logique dialectique, elle implique ses oppositions et d'autres encore, découvertes en chemin, la coupure et la suture, le pli et la fissure, l'angle et le bord, etc. De son côté, le désir ourdit sa trame et son drame. Il ne dispose pas d'une grille déterminée, posée sur le. Préface à la 2e édition Eclevie. Monde. Il doit passer en se servant des différentes grilles pour se dire et se réaliser. Serait-ce l'aspect dynamique d'une réalité, dont les topies seraient le côté statique? Conception simplifiante et réductrice. Ce que trame le désir interfère et s'entrelace avec les grilles des lieux et des mots, le désir de l'un avec le désir de l'autre, le désir d'être désiré ou de se désirer, et le désir du désir, les trames du désir avec les lieux et les non-lieux, avec le dit et le non-dit et l'impossible à dire. L'espace se parsème de signes du permis et de l'interdit. Le désir se voit assigné et consigné. Il tombe dans le besoin. Il devient utopique. Et c'est ainsi qu'il surplombe et sous-tend, qu'il enveloppe les topies, qu'il les détruit en les survalorisant. Qu'il devient l'essentiel en se faisant accidentel, et l'éternel en se révélant l'éphémère. 26. Logique, topique, dialectique. Au commencement fut le topo. Et le topo indiquait le monde, étant lieu, il n'était pas en Dieu, il n'était pas Dieu, car Dieu n'a pas de lieu et n'a jamais lieu. Et le topo était le logos, mais le logos n'était pas Dieu, étant ce qui a lieu. Le topo, en vérité, c'était peu de choses, la marque, la remarque. Pour marquer, il y eut des traces, celles des animaux et leur parcours, puis les signes, un caillou, un arbre, une branche cassée, un cairn. Les premières inscriptions, les premiers écrits. Si peu qu'il fût, le topo c'était déjà, elle on file. Au même titre que le silex tenu en main, le bâton levé avec intention bonne ou mauvaise. Ou le premier mot, le topo, c'était le verbe, et quelque chose de plus, l'action, am fanguar dit théaté. Et quelque chose de moins le lieu, dit et marqué, fixé. Ainsi le verbe ne se fit pas cher, mais lieu et non-lieu. Partir du lieu, mental et social, lieu de l'identité et de la différence, lieu marqué, donc détaché, et nommé, lieu dit, donc lié et relié, pourquoi pas? La direction et l'orientation, le trajet et le parcours vont d'un lieu vers un autre. Il y a dès lors autres lieux, marqués, séparés, distincts. Eclevie préface à la 2e édition. Mais le même, l'isotopie, et le lieu autre, marqué, lié, rejoint, l'hétérotopie. Et il y a enfin et aussi l'ailleurs et le nulle part, le voisin et le lointain, l'ordre proche et l'ordre large, c'est-à-dire l'autre et l'étranger. L'espace, ensemble de lieux, est d'abord marqué, c'est-à-dire jalonné et orienté. La forme du quadrillage et la forme concentrique vont ensemble, avant d'être séparés. La grille d'espace, dès le début complexe, avant d'être réduite, comporte d'abord les 4 coins de la rose des vents, des cieux, nord, sud, est, ouest, et leur rencontre terrestre. Et donc le haut et le bas, le ciel et la terre. Et dans ce cadre, de multiples possibilités, trajets et parcours. Et l'ici et l'ailleurs, le centre et l'horizon, le ciel et l'enfer. Donc l'utopie, l'anti-lieu par rapport au lieu commun. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler avec force que l'espace social n'est pas seulement espace mental mais espace de comportement. Et que c'est dans le comportement, pratique, non dans la représentation, que le temps mental se réalise socialement. La grille de l'espace, jusqu'aux simplifications analytiques et rationalistes, industrielles et urbaines, a toujours été un treillis. 25/1 sur l'arbre et le treillis. L'image ou représentation globale de la connaissance a été empruntée à l'arbre, l'arbre de la science et l'arbre des sciences. Dans une série de travaux scientifiques, y compris en mathématiques et en linguistique, cette image, ou si l'on veut, ce symbole, a été formulé, schématisé. L'arbre est un graphe, il se retrouve dans la théorie des ensembles et des structures. Or une série de recherches, allant de la logique algébrique et de l'algèbre de Boole à l'analyse de l'espace social, urbain,
permettent d'introduire les treillis et d'affirmer la supériorité scientifique du treillis sur l'arbre, sa validité et sa valeur de vérité plus haute. Sur un arbre, le trajet d'un point à un autre est obligé, contraint et unique, il passe inévitablement par tel et tel sommet et par la hiérarchie des sommets. Il ne se définit. Préface à la 2e édition Eclix. Que par des relations binaires, bifurcations, dichotomies, et. L'espace est ainsi complètement ordonné. Tandis que les treillis et semi-treillis permettent de multiples parcours pour aller de chaque point à chaque point, et même un nombre illimité de parcours. L'arbre est la figure, graphe, de l'organisation bureaucratique, il en explicite la structure à la fois mentale et sociale, pratique et théorique, il régit la projection de l'ordre hiérarchique bureaucratique, dans de multiples domaines, aussi bien la physiologie du système nerveux que le fonctionnement des machines à informer que l'espace urbanistique. Bien que l'arbre et le treillis n'aient pas une différence qualitative à ce point poussée chez les logiciens et les mathématiciens, on peut introduire une valeur dans ces formes, le critère et le référentiel étant la pratique sociale. Le treillis implique et permet une rationalité affinée, plus complexe. La notion de complexité ou plutôt de complexification, l'idée d'après laquelle la pensée va du complexe, analysé par réduction, au plus complexe, saisi par reproduction, comme la pratique sociale elle-même, ces thèses reposent sur des bases scientifiques et non sur des arguments philosophiques. On peut supposer qu'aujourd'hui une série de procédés analytiques portant sur l'espace et ses applications pratiques vont se déplacer de l'arbre vers le treillis, y compris l'analyse de l'espace mental et social, de la connaissance, du langage, des processus sociaux, de la réalité urbaine. À noter qu'il s'agit d'espaces non complètement ordonnés, CADI, de structures semi-rigoureuses, lattices, et non de structures rigoureuses comme le croient ou paraissent le croire les structuralistes. En imitant, parodiant, le discours idéologique de M. Michel Foucault, on dirait que l'arbre, le schéma, le graphe, appartient à l'archéologie du savoir, et le treillis à son actualisation. De même que l'urbanistique supplante, dans « et l'épistémé » est l'ergologique. 3. Elle préface à la 2e édition. 28. La problématique. Il n'est pas question de masquer les incertitudes, voire les faiblesses de la pensée dialectique. Par exemple, elle n'est pas opératoire, au sens devenu courant de ce terme. Ni ses concepts théoriques, ni ses lois et règles ne permettent de ranger, de classer, de séparer, de découper et d'agencer quoi que ce soit. D'où la violente controverse entre la pensée dialectique et l'idéologie, dogmatisme, structuraliste, qui réduit, extrapole, en se greffant sur une conception philosophique de la logique. Bien plus, les concepts de la pensée dialectique concernent les transitions, les passages, par exemple d'un mode de production à un autre, d'une structure à une autre, que l'on tend à exclure de l'intelligibilité définie par la stabilité. Le structuraliste n'aime pas les processus. La structuration n'évite pas les processus de déstructuration et pas davantage la formation des structures. Le structuraliste aime encore moins qu'on montre les déstructurations qui agissent au cœur des structures, dès leur formation. La portée opératoire de la pensée dialectique. Elle est globale, c'est-à-dire politique. Elle implique l'historicité et perd son sens s'il n'y a pas ou s'il n'y a plus histoire. Dans ce cadre global, elle permet de mettre à leur place, subordonnés, secondaires, les concepts opératoires que chaque connaissance parcellaire tend à ériger en absolu par la voie idéologique. Thèse, la faiblesse de la pensée dialectique ne fait-elle pas sa force? Il en va de même pour le concept de l'aliénation. Dénoncé comme équivoque et préscientifique par J. Monsieur Domenach aussi bien que par L. Althusser, la notion hegélienne marxiste d'aliénation trouvait un champ d'application dans l'étude de la vie quotidienne et suscitait de violents débats. Hatchnap et P. Vidal-Naquet, Journal de la Commune étudiante, 1969, introde page 10. Effectivement, la notion d'aliénation n'est ni opérationnelle ni formalisable. Et cependant, elle révèle les conditions et situations concrètes.
Un degré supérieur de connaissance ne s'atteint-il pas, si l'on porte au langage, Préface à la 2e édition Li. Concept théorique, le vécu, le fait que le sentiment de l'aliénation suscite des actes, des énergies. La polarité, connaissance-spontanéité, n'a pas à réduire ce dernier terme, ni la forme logique le pôle de la praxis. S'il est vrai que l'action et la pensée se développent au sein des contradictions, et que ces contradictions apportent un contenu à une pensée qui sans elles se replierait sur des tautologies, il n'en est pas moins vrai que le discours et l'action, la parole comme l'écrit, impliquent la forme, exigent la cohérence, recours à la médiation de la logique formelle et de la logique concrète, des différences, et s'efforcent de résoudre les problèmes qui surgissent avec les contradictions. Six problématique, suite, il n'est pas certain que la pensée dialectique, aujourd'hui, puisse résoudre, en le dépassant, le conflit qui oppose, sur le plan de la réflexion philosophique, le sens, la signification, et la vérité. On ne le sait que trop. Que l'illusion et le mensonge ont un sens, que le fictif et l'imaginaire n'en manquent jamais, que l'idéologie, même convaincue de mensonges, dévoilée comme idéologie de classe, n'est pas dépourvue de signification et que celle-ci peut s'intensifier jusqu'à se réaliser idéologiquement. Mais il n'y a pas que la représentation, les inventions étranges dans le champ de la connaissance, les erreurs et les ombres. Il y a aussi l'art. Dans la mesure où l'art existe, mais peut-être meurt-il et serait-ce sa vérité. Il y a en lui apparence, illusion et fiction sinon mensonge, et peut-être liberté conquise par l'apparence sur le réel, sur les normes. Toute œuvre n'est peut-être qu'un moyen au service d'une action, d'une stratégie. La vérité, à supposer qu'on la sauve, ne serait-elle pas à la fois impuissante et triviale? Elle rencontre le réel, lorsqu'elle dévoile, démasque, met à nu, amène au jour, révèle les illusions et mensonges. A-t-elle encore cette capacité critique? Et si elle l'a, si elle se sauve en tant que elle est libre préface à la 2e édition. Vérité, où conduit-elle? La pensée dialectique peut-elle aujourd'hui, sur le plan théorique, ne pas creuser cette contradiction jusqu'à la rendre insupportable? Va-t-elle déclarer, décréter, que la vérité étant révolutionnaire, c'est la destruction des apparences, des illusions, des mensonges, des idéologies, qui doit se produire? Ne risque-t-elle pas de se changer elle-même en affirmation idéologique, ce qui exclut la vérité dans la mesure exacte où la vérité détruit l'idéologie? La dialectique va-t-elle recourir à la logique pour définir la valeur de vérité et le sens du vrai? L'histoire et l'historicité unissant vérité et sens, que reste-t-il de cette union dialectique, de cette détermination liée aux perspectives historiques? Pour ce qui concerne la connaissance, il y a d'un côté non pas un impensé, obscurément substantiel et impénétrable, caché sous la pensée, ou dans la pensée, mais un impensable, la nullité de pensée, le vide pensable seulement en y mettant une différence, vide qui n'est pas, quelqu'un, le sujet pensant, mais qui n'en est pas moins, idempotent. Et de l'autre côté, à l'autre pôle, un autre impensable qui n'est pas, quelque chose, qui n'est ni le sujet ni l'objet et pourtant l'un et l'autre, qui s'appelle ou s'est appelé impulsion, pulsion, conatus, force, volonté, puissance, volonté de puissance, vitalité, violence, énergie, désir, élan ou instinct de vie, mais aussi, instinct de mort, Eros et Thanatos qui serait plutôt innommable et n'en est pas moins omniprésent, omnipotent, que personne ne peut saisir et ne peut pas ne pas supposer pour exposer le drame. Or les extrêmes, les deux, impensables, ou plutôt l'impensable et l'innommable, se retrouvent, se rencontrent, forment un anneau. La poésie forme ou ferme l'anneau ou resserre. Ce n'est plus un système philosophique. Il y a dilemme ou bien on cherche l'ultime déchiffrement, et il fuit. Ou bien on dit l'avoir trouvé, et on l'affirme, et on le maintient, et l'on tient n'importe quoi, un code quelconque, une idéologie. Il ne peut donc passer pour surprenant. Préface à la 2e édition l'IE. Que tout essai d'interprétation terminale du monde, de type philosophique, toute herméneutique, qui se veut ultime et décisive, essayant ou non de se prouver psychologiquement,
psychanalytiquement, sociologiquement, historiquement, etc., se renvoie elle-même à travers le pluralisme, vers l'indéterminé, va d'interprétation en réinterprétation, ne peut conclure, ne peut transcender l'idéologie et s'ouvre, si l'on peut dire, sur la béance des tautologies. B. Que tout essai de sémantique ou de sémiologie, tentant d'établir selon un modèle scientifique, un code ultime du réel, ou une instance supérieure du décryptage, c'est-à-dire essayant de se clore, ne puisse fournir autre chose qu'un quelque chose, un objet arbitrairement et brutalement posé comme privilégié, cet objet de préférence esthétique, œuvre au genre dépend d'un statut social et mental, d'une institution comme l'Église ou l'État, qu'il valorise et consolide, ce qui constitue une idéologie. Il vient de s'accomplir, sur le plan théorique, un heurt silencieux, un choc cependant viol entre les tentatives contemporaines venues les unes de la philosophie traditionnelle et prétendant prolonger son histoire et les autres de sciences et techniques bien définies, décodage, décryptage. La tentative ici rappelée et résumée échappait à ce destin, se situant déjà au-delà dans ce qui a depuis lors reçu le nom de métaphilosophie. De ce heurt, résulte l'effondrement simultané de la philosophie, déjà en ruine, et des modèles spécialisés. Les modèles économiques, politiques, et parmi eux le modèle du socialisme d'État, idéologique, historique, n'ont pas résisté au choc ou à l'usure. Dont acte. Mais est-ce devant nous, le vide ou le trop plein? Quelle voie s'ouvre alors que les modèles écroulent? Le plus important, ne serait-ce pas la disparition de ce qui obstruait le chemin? Or certains croient qu'une voie triomphale se déroule sous leurs pas jusqu'à l'horizon, et d'autres qu'un monceau de débris les empêche de marcher. Henri Lefebvre, avril 1969.